produit. Félicitations pour cette idée, cette organisation. Alors, je vais vous parler de la réduction des risques et de mon interprétation de cette polémique et de ces divisions sur ce débat de la cigarette électronique. Alors, je commence par cette diapositive de l'étude de David Nutt qui, sur la base d'un consensus d'experts, montre bien la relation entre les risques et le continuum du risque entre les différents produits, avec ici les cigarettes électroniques à 5% du risque représenté par la cigarette. Prochaine. Donc, comme ça a été évoqué, il faut bien identifier son ennemi, et l'ennemi, c'est la combustion. L'ennemi n'est pas le tabac ni la nicotine. C'est-à-dire que la nicotine peut être utilisée plutôt comme une arme contre la combustion. Et je vous rappelle la citation bien connue de Michael Russell, que les gens fument pour la nicotine, mais meurent à cause du goudron. Donc c'est bien le goudron et la combustion dont nous devons nous débarrasser. Prochaine. Alors, pour cela, il convient de repenser la place de la nicotine dans la loi et dans la société. Actuellement, la nicotine est autorisée dans les produits les plus toxiques, qui sont les produits à combustion. Dans bien des pays, dont la Suisse, dont je viens, elle est interdite dans tous les autres produits, sauf les chewing-gums et les patchs de nicotine. Donc cette approche est contre-productive. Et si vous regardez la réglementation américaine qui est sortie la semaine dernière et qui impose une préapprobation pour ces produits qui va coûter, selon la FDA, $300 000 par référence, donc par arôme et par concentration de nicotine, pour chaque référence, plus une interdiction de la publicité, plus une interdiction d'affirmer que ces produits sont moins dangereux que la cigarette, donc une interdiction de dire la vérité au public. On voit qu'on n'est pas dans la bonne direction. La directive européenne qui va s'appliquer dans les droits nationaux ce mois-ci interdit aussi la publicité et impose, comme vous le savez, aussi des restrictions qui sont certainement une menace pour ce marché. Donc comment arriver à une réglementation adéquate et comment interpréter aussi cette différence entre ce qu'on a vu, des produits beaucoup moins risqués qui potentiellement peuvent réduire énormément le risque au niveau de la population, et ces réactions du législateur, réactions aussi d'une partie des professionnels de santé publique qui sont opposés à ça. C'est a priori étonnant et on va arriver, à mon sens, à une liste d'interprétations. La prochaine. Voilà. Donc, comme principe, pour commencer, je pense qu'il faut baser tout ce dialogue et cette réglementation sur des principes qui, à mon sens, sont d'abord une science de bonne qualité, pas seulement une science de bonne qualité bien produite, mais aussi bien interprétée et bien communiquée, parce que ce n'est pas forcément la même chose. On peut produire une bonne science et mal l'interpréter ou mal la communiquer. Ça devrait aussi être basé sur les principes de la réduction des risques ou de la réduction des dommages et sur une application appropriée du principe de précaution qui est souvent mal interprété ou invoqué à tort pour interdire ces produits, en tout cas les limiter. Et il y a aussi besoin, bien sûr, d'éducation, de formation et aussi d'accepter de changer d'avis. Souvent, on arrive dans ce débat avec une idée préconçue et on a l'impression qu'on a de la peine à en changer. Je crois qu'il faut avoir une attitude qui permet de changer d'avis, d'accepter d'avoir eu tort et de changer d'avis. Voilà, la prochaine. Donc, cette approche de réduction des risques, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que c'est une approche pragmatique. C'est une approche dénuée d'idéologie, une approche basée sur les résultats, une approche qui tient en compte d'abord l'intérêt des consommateurs. Il s'agit de rencontrer les gens là où ils sont, d'éviter les principes rigides et l'idéologie et de mettre en place une à une des actions qui vont réduire les dommages à la population en évaluant à chaque fois les résultats. Je crois que c'est ça qui est important. C'est une approche basée sur un pragmatisme, sur une évaluation des résultats qui permet de contrer les arguments plus idéologiques qui sont fortement opposés, notamment aux États-Unis, à cette approche de réduction des risques. Vas-y, j'arrive. Donc,
Cette équation de la réduction des risques est importante à comprendre puisque le risque au niveau du produit n'est pas la seule variable dans l'équation. La deuxième variable importante, c'est le nombre d'utilisateurs. Si on arrive avec un produit qui est sans risque, parce qu'on aurait éliminé tous les ingrédients potentiellement toxiques, on aurait peut-être un moindre impact sur les dommages à la population parce qu'on aura perdu des utilisateurs. Si vous perdez des utilisateurs parce que vous améliorez entre guillemets le produit en interdisant les arômes ou en les limitant fortement, les dommages à la population seront finalement plus grands, on aura perdu l'opportunité de les réduire. Donc c'est important de garder ce deuxième facteur dans l'équation, qui est le nombre d'utilisateurs. On a l'impression que ça a été perdu dans ces réglementations. Voilà, j'ai emprunté cette diapositive à Clive Bates. Si on considère que le risque de la cigarette électronique ici est de 5% du risque de la cigarette normale, on peut imaginer réduire le risque de la cigarette électronique en, par exemple, contrôlant les ingrédients ou les émissions, mais on reste dans cette zone ici de 0 à 5%, donc on arrivera à un bénéfice marginal sur le risque comparé au risque de la cigarette, que les fumeurs vont continuer à fumer si la cigarette électronique n'est pas suffisamment attrayante. Donc on aura un effet tout à fait marginal, par contre on aura perdu une grande partie des utilisateurs. Voilà. Les conséquences de ces réglementations excessives, c'est qu'elles vont étouffer l'innovation, puisque l'innovation vient des petits entrepreneurs. Pour l'instant, c'était le cas en tout cas, peut-être sauf pour certains produits de l'industrie du tabac, mais pour l'instant, pour la cigarette électronique, c'était les petits entrepreneurs qui ont innové. Et le risque aussi que je vois, c'est qu'on va simplement donner ce marché à Big Tobacco. Big Tobacco est le seul intervenant qui aura les ressources nécessaires en scientifique, en avocat, en lobbyiste, pour franchir cette barrière insurmontable que la FDA et la directive européenne ont érigée autour de ce marché. C'est probablement ce qui était voulu, mais le résultat va être que simplement on va donner ce marché au seul acteur qui peut survivre dans un environnement aussi réglementé où il est aussi coûteux d'entrer dans le marché. Donc on a en somme tué l'ennemi de son ennemi avec une réglementation excessive. On a tué la concurrence de Big Tobacco. Pourquoi est-ce que finalement on a un débat si fortement polarisé? Pourquoi est-ce qu'on a un débat où les gens n'arrivent pas à s'entendre? Je pense qu'il y a il y a plusieurs catégories de raisons. D'abord, une certaine rigidité d'esprit, je crois, le fait qu'on vient dans un débat avec un certain nombre d'idées préconçues et qu'on n'arrive pas à changer d'avis, qu'on n'arrive pas à la lecture des articles scientifiques, par exemple, à changer d'avis. Ça, peut-être cette réaction un peu de rigidité, aussi une pensée de groupe, une insularité, le fait de n'écouter que ses amis. Peut-être que les réseaux sociaux renforcent ça, à force de ne recevoir que la newsletter de son groupe d'amis, on finit par ne penser que comme eux, donc un certain esprit de groupe. Surtout en rejet de l'approche de réduction des risques, je crois que ça caractérise particulièrement l'approche américaine. Une opposition d'ordre idéologique à l'usage de la nicotine pour des raisons purement récréatives, sauf si elle est fumée, bizarrement, et la promotion de l'idée que l'abstinence seulement est légitime, que toute autre approche ne mérite pas d'être défendue, disons. Il y a un article que j'ai cité ici qui discute assez bien ça. Donc cet élément d'ordre idéologique du rejet de l'approche pragmatique de la réduction des risques, je crois que c'est un élément assez central. Le fait aussi que c'est inhabituel pour les milieux de la santé publique et les milieux médicaux, parce que c'est un changement qui ne vient pas de la science, ça n'est pas initié comme d'habitude par Big Pharma, c'est-à-dire par des études scientifiques qui viennent pas à pas étayer la sécurité et l'efficacité du produit. C'est pas comme ça que ça s'est passé, et ce côté inhabituel déroute et motive aussi, je crois, une opposition. Il y a aussi quelque chose qui tient plus de l'affectif, du fait que certains se sentent dépossédés d'un champ d'action dont ils se sentaient propriétaires. Il y a une réticence à accepter l'irruption de nouveaux acteurs, surtout si ces nouveaux acteurs ne parlent pas avec les mêmes codes, ne parlent pas le même langage scientifique.
c'est contraire finalement à ce qu'on a toujours dit. Il faut une autonomisation du citoyen, l'empowerment, la promotion de la santé, c'est la participation du citoyen. On avance toujours ces arguments-là, mais en fait, quand les citoyens viennent avec une solution, on s'aperçoit que l'establishment de santé publique n'est pas du tout prêt à céder du pouvoir et, pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Comme on l'a dit, on se trompe d'ennemi. On identifie l'ennemi comme étant tout ce qui est tabac, tout ce qui provient de l'industrie du tabac, tout ce qui est nicotine, alors que l'ennemi, c'est juste la combustion. C'est juste la combustion et c'est tout. C'est ni le tabac, ni la nicotine, ni les produits qui viennent de l'industrie du tabac. Il y a une hostilité d'ordre idéologique au secteur privé, une préférence pour le paternalisme, les restrictions, les interventions de l'État aussi, qui peuvent motiver une opposition à une approche différente qui vient du marché, qui vient de la base. Et il y a des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement le fait que voilà, il y a des conflits financiers, il y a des conflits d'intérêts d'un autre type aussi. Je pense que pour ce qui est des gens qui ont écrit ces réglementations, il y a un conflit d'intérêts d'un autre type qui est que leur priorité, c'est leur carrière en fait. Et c'est pour ces fonctionnaires qui écrivent ces réglementations, leur priorité, c'est de ne pas compromettre leur carrière, de ne pas mettre à risque leur administration ou le ministre au-dessus d'eux. Ça passe avant tout. Et ça passe avant la santé publique. Donc je crois qu'on peut aussi interpréter ça comme ça, que les gens qui ont écrit ces réglementations, souvent sans tenir compte des avis des vapoteurs et du public, et sans suivre les procédures. Pour ce qui est de la directive européenne, les procédures législatives qui ont été établies pour une bonne raison n'ont simplement pas été suivies du tout pour l'élaboration de cette directive. Voilà, il y a aussi des conflits d'intérêts qui tiennent à un statut social à défendre. La présence dans les médias, par exemple, à laquelle on est habitué, peut être aussi un conflit d'intérêts, je pense. Il y a aussi évidemment le fait que beaucoup de scientifiques dans ce domaine-là ont reçu régulièrement depuis longtemps des soutiens de l'industrie pharmaceutique. Et c'est un conflit d'intérêts puisque, comme vous l'avez vu, le marché du substitut nicotinique a été fortement réduit à cause de la cigarette électronique. Il y a aussi des budgets à défendre. Il y a aussi un carriérisme chez les scientifiques, je pense, à une soumission à ce qui est perçu comme la politique des organismes de financement. Ça sera plus facile d'obtenir un budget pour faire de la recherche sur les cigarettes électroniques, par exemple aux États-Unis, si vous adressez au NIH, si vous écrivez un projet à charge qu'un projet en défense, parce que l'idéologie ambiante est telle qu'elle est. Donc, on a des projets de recherche qui restent axés sur la quête des subventions et la quête des publications, plutôt que sur la quête de la découverte des faits. C'est aussi un conflit d'intérêts. Donc, voilà une liste des raisons, en somme, qui expliquent ces différences. Je suis reconnaissant à Clive Bates pour certaines des idées qu'il a exprimées dans ce document. Vas-y. Donc, en somme, on a une utilisation de la science dans ce débat comme une arme. Voilà, la science, l'épidémiologie en particulier, sont utilisées par les deux camps comme des armes dans ce débat. Et c'est un usage de la science dans un débat fortement idéologique qui, à mon sens, a porté fortement préjudice à ce domaine et à la santé publique. Ça donne une image très négative, le fait que les gens se battent à coups d'arguments biaisés. Et les deux camps sont coupables. Là, personne n'est innocent. Enfin, il y a peut-être certains qui sont innocents, mais dans les deux camps, il y a des coupables en tout cas, d'avoir utilisé la science et l'épidémiologie en particulier comme des armes, pas toujours avec une très grande honnêteté, ou alors avec des œillères tellement grandes qu'on ne se rend même pas compte de ça. Et je vais détailler un peu ces idées-là. Vas-y, avec la prochaine diapositive. Voilà le guide pour repérer la mauvaise science. Vous voyez que la mauvaise science, c'est voilà, les titres de journaux sensationnels, le saut qu'il peut y avoir entre le communiqué de presse et l'article, et ensuite le saut qu'il peut y avoir entre les titres dans les médias et le communiqué de presse. Vous avez quelquefois un article qui sort, le communiqué de presse qui dit des choses qui ne sont pas du tout dans l'article, et les titres dans les médias qui disent encore autre chose. Des conflits d'intérêts, la mauvaise interprétation des résultats, confondre corrélation et cause et causalité, les échantillons trop petits, les échantillons qui ne sont pas représentatifs, l'absence de contrôle groupe, de groupe témoin,
le fait de choisir les résultats qui nous intéressent, etc. Je vais donner quelques exemples dans le domaine qui est le nôtre. Par exemple, le fait de ne pas quantifier les risques. Donner l'impression que les cigarettes électroniques sont tout aussi dangereuses que les cigarettes, sans indiquer que les concentrations de produits toxiques sont 10 ou 100 fois moindres ou 1000 fois moindres que dans la cigarette. Voilà, on dit qu'il y a du formaldéhyde ou il y a tel et tel produit, mais on ne dit pas à quelle concentration ni dans quelles conditions ça a été fait. Le fait de confondre, en somme, le sens de la causalité, la direction du lien de causalité, ou de ne pas tenir compte des facteurs de confusion, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent, si vous avez une variable A et la variable B, la flèche peut aller A cause B, mais il peut aussi y avoir C qui cause à la fois A et B. Donc le fait de ne pas tenir compte de ces facteurs de confusion, par exemple, affirmer que la cigarette électronique réduit les chances d'arrêter de fumer parce que dans les enquêtes transversales, il y a beaucoup de fumeurs qui continuent à utiliser la cigarette électronique. C'est un grand classique, la sélection des études. Ne citez que les études qui soutiennent votre point de vue et ne pas citer les autres. La mauvaise utilisation de l'appareil, voilà, analyser le contenu des bouffées sèches que les vapoteurs n'inhalent pas. Présenter des résultats qui sont faussés, typiquement ce que font les Américains avec cet usage au cours des 30 derniers jours. Ils utilisent systématiquement l'usage, même une seule fois au cours des 30 derniers jours, et ils l'interprètent comme l'usage régulier auprès des jeunes, en disant « Regardez, ça augmente tellement, il faut réglementer tout ça ». Oui, mais l'usage au cours des 30 derniers jours peut être l'usage une seule fois juste pour expérimenter. Ça n'a rien à voir avec l'usage régulier. Le double standard dans ce qui est accepté comme preuve, donc accepter des mauvaises études, des études de mauvaise qualité qui soutiennent votre point de vue et ne pas citer les meilleures études qui sont contraires à votre point de vue, discréditer la source, accuser son opposant d'être miné par les conflits d'intérêts. Le poison est dans la dose, donc si vous exposez une culture de cellules, même à de la vapeur d'eau, pendant suffisamment longtemps, les cellules vont mourir aussi. Donc le fait d'appliquer un dosage trop élevé, de ne pas avoir un groupe témoin où justement un groupe de cellules ou d'animaux est exposé à la vapeur et l'autre, par exemple, à de la vapeur d'eau. Voilà, l'absence de groupe témoin aussi est fréquente. Voilà, j'ai pris chez Robert West un certain nombre d'idées qui sont exprimées ici. Vas-y. Donc on a l'impression qu'on assiste à l'arrivée des marchands du doute. Les marchands du doute, il y a tellement de similarités avec les tactiques de l'industrie du tabac qu'on se demande si c'est des tactiques volontaires ou si c'est juste les œillères idéologiques qui empêchent les gens de repérer ces biais. Vas-y. Voilà, au bout du compte, on a cette enquête de Toolkit Study qui montre qu'une minorité seulement des fumeurs en Angleterre pensent que les cigarettes électroniques sont moins dangereuses que la cigarette. Voilà. Le consensus d'experts disait 5%, mais en fait, chez les fumeurs, ce n'est pas du tout ça. Il y a seulement une minorité qui pense que c'est moins dangereux que les cigarettes. Donc il y a ici soit un résultat de ces polémiques qui ont transparu dans la presse et qui ont influencé l'opinion des gens, soit un manque d'information et d'éducation du public. Et ça, c'est aussi un thème important à débattre et à discuter, je crois. L'information et l'éducation, pas seulement du public, mais aussi des législateurs, des politiciens, des journalistes, des professionnels de la santé. Vas-y. Voilà. Donc, en somme, on retient l'information, on désinforme, on interdit aux États-Unis de dire que la cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette. C'est interdit de dire la vérité, selon la réglementation de la FDA qui est parue la semaine passée. La directive européenne interdit la publicité, ce qui est aussi une interdiction de communiquer une information, et impose de dire que ce produit contient de la nicotine, qui est une substance hautement addictive. Alors, dire ça, imposer de coller ça sur tous les emballages, c'est pas correct parce que finalement la nicotine est addictive quand elle est fumée, mais quand elle est sous la forme d'un patch de nicotine, c'est pas addictif. Personne n'est accro au patch de nicotine. Et la cigarette électronique, en tout cas dans les versions actuelles, a un caractère addictif qui est plus proche de celui du chewing-gum à la nicotine, qui lui-même est très peu addictif, que celui de la cigarette. Donc cette phrase qui sera maintenant collée sur tous les produits en Europe est biaisée à mon avis.
Alors, on peut faire ça, et ça c'est l'article de Koslowski et Swinner qui est paru récemment, qui dit dans quelles conditions on peut faire ça. On peut retenir l'information. Toute information n'est pas bonne à dire, mais les conditions dans lesquelles on peut retenir l'information sont très limitées. Il faut notamment fournir la preuve que cette mesure est proportionnée, efficace et qu'elle écarte un danger imminent. Et si on ne fait pas ça, et je n'ai pas l'impression que ça a été le cas, alors c'est tout à fait contraire au principe d'autonomie du public, de littératie en santé, des droits individuels. Ça empêche les consommateurs de faire des choix rationnels. Et bien sûr, mieux vaudrait donner une information objective sur les risques, sur le continuum du risque, sur les risques relatifs des différents produits, plutôt que de faire ces interdictions d'information. Voilà. Prochaine diapositive. Donc, en somme, j'ai l'impression qu'on est quand même en face d'un des débats les plus importants depuis les dernières années de la santé publique, cette nouvelle réglementation de la nicotine, de retrouver une autre place pour la nicotine dans la loi, dans la société, dans les traitements. C'est un débat qui est fortement divisé, très idéologique, miné par les conflits d'intérêts, et on utilise l'épidémiologie et la science comme une arme. Et là, ça jette, comme je l'ai dit, un discrédit, à mon sens, sur ce domaine. Donc, soyez conscients de ces tactiques que j'ai évoquées, ne les utilisez pas, et n'acceptez pas non plus que vos partisans les utilisent. Soyez disposés à changer d'avis. Ce n'est pas honteux d'avoir eu tort et de changer d'avis. C'est le principe de la science. La science, si on n'est pas prêt à changer d'avis, alors ça ne vaut pas la peine de produire de la science. Donc j'ai l'impression de parler déjà au passé, quand je vois ce qui est sorti la semaine passée de la FDA et la directive qui va s'appliquer. On avait une belle occasion, mais il y a un réel risque de la manquer si on continue dans cette direction. Merci. Merci Jean-François. Pierre Rousseau de Tabac Liberté. Vous avez dit qu'un argument pour la cigarette électronique pris en compte par les décideurs était de ne pas compromettre leur carrière. Et ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'autoriser de nouveaux produits. Mais que pensez-vous du fait de maintenir une position qui est quand même pour le tabac, alors qu'on sait que le tabac tue beaucoup? Est-ce que vous ne pensez pas que les consommateurs un jour demanderont des comptes à ceux qui nous dirigent et qui ont assuré une proportion de 33% dans notre population pour les fumeurs? Est-ce qu'un jour, vous ne pensez pas qu'on aura des comptes à leur demander, comme chaque fois qu'il y a une conduite qui n'est pas normale, qui est, disons-le, criminelle? Donc j'espère qu'il y aura un jour une mobilisation démocratique et ça deviendra un enjeu électoral, par exemple, si bien que les politiciens agiront cette fois-ci sur la pression des consommateurs et pas seulement en réponse aux soucis des industries, des lobbies traditionnels. J'ai l'impression que ça a été le cas. Mais cette frilosité des fonctionnaires qui écrivent ces réglementations est due, je crois, au fait qu'ils privilégient leur carrière et surtout, il y a une aversion au risque. Ils perçoivent que le risque, pour l'instant, est plus qu'un jour une plainte vienne mettre en péril leur carrière ou leur gouvernement ou leur ministre. C'est pour eux plus urgent, j'ai l'impression, que la santé publique. C'est mon interprétation, je peux me tromper, j'espère qu'à l'avenir je me tromperai et que la pression démocratique, mais il faut aussi une mobilisation peut-être démocratique plus importante, il faudrait que ça devienne un enjeu électoral. Non, ouais. Juste une autre question. Non, juste une remarque, là tu as une position qui est claire, qui est un peu la même que Jacques. Je pense que tous les gens qui sont contre la cigarette électronique ne sont pas des vendus narcissiques et qui veulent penser qu'à eux, ils pensent quand même à la santé publique. Et donc, il y a un chemin à faire. Tous ceux qui sont en contact des vapoteurs vont plus vite à progresser. Ceux qui voient seulement les études publiées vont moins vite. Mais en termes de responsable de santé publique, la cigarette électronique, c'est un produit de consommation courante. Et donc, un responsable de santé publique pour un produit de consommation courante, ça s'occupe d'éviter les effets secondaires. Mais les effets bénéfiques, à la limite, c'est pas son problème. Que la voiture roule, c'est son problème. Il ne faut pas qu'elle ait d'accident en termes de santé publique. Et la santé publique n'a à en prendre que les effets secondaires. Donc, et d'autre part, tu décris une situation. La situation de la France n'est pas celle des États-Unis et n'est pas celle de la Suisse. Donc, il ne faut pas non plus jeter l'opprobre
contre tous les Français qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Il y a des avis divergents, il y a une progression qui est faite, ce sommet est une progression, mais il faut être dans le respect des autres, et c'est dans le respect des autres qu'on va progresser. Ah, bien sûr, mais c'est-à-dire j'essaie de donner une perspective internationale, mais la France est exemplaire à bien des égards, puisque le résultat de la réglementation actuelle, c'est que c'est un des pays qui sont pas seulement avec la plus grande consommation, mais production aussi, production nationale.